Où est-ce qu'on va, Solène? On va à Saint-Marcel d'Ardèche aujourd'hui. Quel domaine? Domaine Saladin. J'ai bien appris mes cours ce matin. Sous la robe, épisode 2. Les cépages. Pour ce deuxième épisode, nous allons donc rencontrer les sœurs Saladin pour parler des cépages. Les cépages, ce sont les différentes variétés de plants de vigne cultivés. Quelques cépages sont emblématiques de certaines régions. On pense au pinot noir en Bourgogne ou au chenin dans la Loire. Dans les Côtes-du-Rhône méridionales, il existe plus de 20 cépages que l'on assemble entre eux. Il y a des cépages majoritaires, comme le grenache, le vionnier, la roussanne ou le mourvèdre, et aussi d'autres cépages, comme la counoise, le bourboulingue, le nid blanc ou le cinsault. Mais je m'arrête là. On arrive chez les sœurs Saladin, qui vont tout nous expliquer. Bonjour. Je vous accompagne sur le téléphone avec Stéphanie pour les emballages. Pas de soucis, je vous accompagne. En plus, j'étais avec toi. Alors du coup, moi je suis Zazie, donc j'ai eu Marie-Laurence et Elisabeth. Voilà, c'est ça. Ok. Là, on est dans les Côtes-du-Rhône, donc on voit un peu une de vos vignes au loin. Et vous avez 25 parcelles, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire les cépages que vous avez ici? C'est l'assemblage, la vallée du Rhône Sud. Alors, on est principalement planté avec des grenaches, déjà dans plusieurs couleurs, des noirs, des blancs, des roses. Et puis après, de la syrah, des mourvèdres, des cinsaults. Et après, une multitude de blancs avec la clairette rose. Et marsanne, roussanne, vionnier, bourboula. Et Carignan qui est tout. Carignan aussi, on a encore des très vieux Carignans. La parcelle que vous voyez, c'est là que sont nos plus vieux cépages. Et il y a des Carignans de 1917. Oui, parce que ce domaine Saladin, c'est dans la famille depuis des années et des années. On a repris de notre père et de notre oncle Paul. Et eux-mêmes avaient repris de leur père. On a une archive de 1422. Donc, sur un lieu-dit qui s'appelle Chaveyron, où aujourd'hui on a encore 5 parcelles. Quoi. Voilà, c'est tout ensemble, mais pour nous c'est quand même 4-5 parcelles différentes. Voilà, c'est des cépages différents. Et est-ce que vous savez les cépages qui étaient plantés il y a 5-6 siècles? Sans doute le grenache. Ouais, Le grenache y était. Après, au-delà de l'histoire familiale, ça me montre surtout pour le village vraiment une ancienneté, une histoire de la vigne. Et on le voit bien, c'est quand même relativement escarpé. On n'est pas à Saint-Joseph, mais ici c'est la vigne, l'olivier, les amandes. On a 4 hectares d'amandiers aussi. Et il y avait la lavande. Voilà, c'est des terroirs assez pauvres où la vigne s'adapte bien. Et on entend aussi parfois qu'il y a des cépages plus fragiles que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fragile, bah oui, chacun a sa particularité. Fragile sur certains aléas climatiques. Il y en a qui sont plus sensibles au mildiou, d'autres à l'oïdium. Le carignan, c'est très sensible à l'oïdium. Donc il y a certains cépages qui sont plus sensibles à une maladie ou à une autre. Mais après, voilà, les cépages en appellation sont complètement adaptés à A priori, s'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont leur place? Oui, complètement. Ils ont une longue histoire, comme on vous disait, sur Saint-Marcel. C'est pas des chardonnays, ou des cabernets qui sont arrivés il y a moins de 50 ans dans la région. C'est pas un hasard qu'ils soient là. Ils sont très bien adaptés à notre climat, à nos terroirs. S'ils ont disparu ou s'ils sont réduits, tous ces cépages, c'est qu'ils sont à haute valeur humaine. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail manuel. Les bourboulins, ça casse avec le vent. Il faut sans arrêt passer à la cisaille, donc à la main. Il y a beaucoup de manuel. Et on sait bien qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu des choix dans les années précédentes sur la mécanisation. Voilà, donc un grenache ou une syrah, c'est beaucoup plus facile à tenir en vigne qu'un bourboulin, un carignan sensible aux maladies, qui demande plus de soins et d'attention. Mais après, une fois qu'on a fait ces efforts, on est rudement récompensé pendant les vendanges, ça c'est sûr. On le voit bien et de plus en plus de vignerons y reviennent et des jeunes veulent absolument ces vieux cépages et tant mieux. Soyons modestes, essayons d'écouter un peu ce qui s'est fait avant. Il n'y a pas que du mauvais, et si cette diversité des cépages que nous avons en Côtes-du-Rhône Sud, et si c'était un trésor? C'est peut-être ça la question.
Et justement, Elisabeth, votre sœur me dit que vous aviez ce rôle aussi de plus être là pour les vendanges peut-être. On goûte, donc c'est vraiment vous goûtez le raisin. Goûte le raisin. Et comment vous allez savoir que le cépage tel cépage est prêt on n'en est jamais sûr. Et c'est une grande période de doute. Ce qu'il faut, c'est... Et ma sœur a cette énorme qualité d'être super détendue. Et la grande différence, je pense, dans les vignerons pendant les vendanges, c'est sa capacité à gérer son propre stress. Parce qu'on voit les collègues qui vendangent, parce que nous, on vendange tard. On fait pourtant, malgré tout, pas des gros degrés, parce qu'on a un travail à l'ancienne où on laisse beaucoup de feuillage pendant l'été. Donc on met nos raisins à l'ombre, on n'effeuille pas du tout, on ne cherche pas du tout à les mettre en plein soleil parce que sinon ils brûlent. Donc on laisse beaucoup de végétation et donc ça mûrit doucement. Et malgré que tout le monde vendange autour de nous, on reste calme et on va goûter nos raisins. Et à un moment, on se dit là c'est bon, c'est concentré, les pépins sont fins, il n'y a plus de verdeur, on regarde, on goûte et on se dit c'est bon. Vous l'avez entendu, les cépages que l'on plante sont des choix propres à chacun des vigneronnes et des vignerons. Plus qu'une simple formalité, ce sont des façons d'envisager son métier. Et finalement, presque des façons de voir la vie. On attribue aussi certaines caractéristiques de goût aux cépages. Mais évidemment, cela dépend du sol où ils sont plantés et de comment ils sont vinifiés. Et la vinification, dans le duo Saladin, c'est l'affaire de Marie-Laurence, l'aînée. La vigneronne nous a donc amenés dans le lieu où elle se sent le mieux, sa cave. Chaque vigneron a un style, il est plus cave ou plus vigne. On est tout en même temps, mais il y a des affinités. Et moi, c'est vraiment mon lieu, c'est le lieu où je me sens bien, quoi. Et alors, est-ce que, du coup, vous pouvez me décrire le lieu dans lequel on est ? Peut-être me raconter un peu son histoire. Oui. Alors, cette cave, elle a été créée, en 95, j'étais adolescente, et je ne l'ai même pas vue se construire. Donc, c'est le jouet de mon père. Il avait 64 ans et depuis l'âge de 12 ans, il travaillait dans l'ancien château de la famille qui est au cœur du village, dans une vieille cave magnifique mais hyper difficile physiquement pour travailler. Et il s'est fait plaisir en 95 à 64 ans. Cette cave, je pense qu'il l'avait imaginée depuis très longtemps. Donc elle est toute simple, très fonctionnelle. C'est un rectangle de 20 mètres sur 10, enterré. Donc les raisins arrivent par le jardin de mes parents et tombent par gravité dans ces cuves que nous avons là à droite, là, toute la rangée. On a 11 cuves en béton, toutes simples. Et sous nos pieds, vous ne voyez pas, mais il y a d'autres cuves enterrées où je vinifie mon blanc et mon rosé. Et sur la gauche, vous avez les foudres, c'est-à-dire des grandes barriques, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce mot foudre, qui me permettent d'élever certains cépages, pas tous, dans le bois. Et c'est des vieux foudres, il n'y a pas de bois neuf chez moi. J'ai l'impression, en tout cas, que la transmission avec votre père, elle a été assez... Enfin, je sais pas, je dis ça complètement par intuition, mais assez facile, ou en tout cas, qu'on vous a laissé le droit de vous tromper, ce qui est hyper important, j'imagine. Ouais. Il y a eu un coup du sort l'année d'avant que je termine mes études. Mon père a eu un souci de santé au genou. À l'époque, on faisait tout aux échelles. Il n'y avait pas d'escalier. Au fond, là, il y a un escalier. Donc on peut... À l'étage, on peut monter à l'étage. Et en 2003, du coup, avec son problème de genou, il a été greffé, il a failli perdre sa jambe, il a été greffé à Paris, donc on est tombé sur un super chirurgien. Mais il ne pouvait plus monter à l'échelle. Donc j'ai été ses jambes. Et là, j'ai attrapé le virus. Parce qu'en fait, jusqu'à 2003, jusqu'à ce pépin de santé, c'était la passion de mon père. Et moi, je me plaisais bien dans ma vie de jeune fille, adolescente, aller en Angleterre, faire mes études. On aimait bien les études avec ma sœur. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture très généraliste. J'aimais les forêts, il y avait plein de choses qui m'attiraient, les océans. Et puis en étant une fille, j'étais pas du tout obligée de reprendre, je sentais pas la pression. Et en 2003, par contre, là, j'ai dû remplacer les jambes de mon père. Et coup de bol, je pense que c'est quand même un coup de bol. Ou alors, est-ce que inconsciemment, de toute manière, j'avais pas le choix ? C'est possible aussi. Mais je me suis mis à rêver des parfums la nuit. Je vinifiais, il y avait mon père en bas dans un de ses fauteuils, là,
Et il a une super bonne voix qui me donnait les ordres. Tu vois quoi? Tu sens quoi? Décris-moi. Il fallait que je lui décrive. Dis-moi ce que tu vois, c'était ça. Mais quelque part, il pouvait toujours crier ou gueuler. Il ne pouvait pas monter. Donc je faisais un peu à ma guise, ce qui était pas mal. Mais ce qui m'a enivrée, et j'ai eu un coup de foudre terrible, c'est de ses parfums. Et comme j'en rêvais la nuit, je rêvais des couleurs aussi. Et ici, il y a le nez qui travaille, mais il y a aussi les consistances pendant les vendanges. Et moi, je me suis approprié le métier en me disant, si ça me fait autant d'effets, ça vaut peut-être la peine que j'essaye. Et ça s'est opéré comme ça. Et du coup, il y a eu une transmission de passion à passion. Et à partir de ce moment-là, mon père, il avait 73 ans. Il a eu la sagesse de quitter. C'est-à-dire, j'avais carte blanche. Et il était là, par contre, quand j'avais des questions, quand j'étais en galère. Mais il a vachement vite lâché la cave. Et progressivement, il a été plus long à lâcher sur les vignes, mais il a lâché. Et l'âge, il faut que les hommes s'attendrissent. Et je dis les hommes avec un grand H, parce que je pense que moi, avec mes enfants, ça sera pareil. Pour l'instant, c'est ma passion. Et une passion, elle est difficile à partager. On a voulu aller voir de plus près, nous aussi, là où tout a commencé pour Marie-Laurence. On a monté l'escalier et on s'est retrouvés en haut des cuves, plusieurs mètres au-dessus du sol, à l'endroit où arrive le raisin et où il est transformé en vin. Donc là, j'ouvre cette cuve où là, ça va être c'est touchant pour moi parce que c'est le Côtes-du-Rhône et les vignes, ça vient des vignes de mon oncle Paul. Paul, c'était l'aîné de la famille, donc il avait les plus vieux terroirs de la famille. Ça, c'est sa cuve, ça va être mis en bouteille tout bientôt, là, pour juin. Et les autres années, j'assemblais cette cuve, Paul était là. Et là, Paul n'est plus là. Donc c'est la première fois qu'on va mettre en bouteille sans qu'il soit là, parce qu'il est parti brutalement. En plus, c'est une date terrible, c'est le 20/02/2020. Donc pour un vigneron, je trouve que c'est une belle date. Et Paul, il avait 90 ans, mais il était en pleine forme. Et Paul n'est plus là, mais il y a son vin. J'ai fait l'assemblage sans lui, et on va mettre en bouteille alors qu'il n'est plus là. Et on avait un peu hésité quand on avait baptisé les cuvées Loy et Paul. Donc Paul, c'est les vignes de Paul, c'était tout simple par rapport à la traçabilité. Vigne de Paul, la cuvée Paul. Et Loy, Louis, mon père, cuvée de Loy. Donc c'est la cuvée Paul. Et il n'était plus là, Paul, pour me dire si c'est bien ou pas. Donc on va prendre un échantillon. Et là, c'est coplanté, parce que du coup, comme c'est la sélection massale, il y a une partie grenache et il y a 10% de clairette. Coplanté, rouge et blanc. Et dans la clairette, il y a un peu de blanc et il peut y avoir un peu de rose, puisqu'ils ont greffé eux-mêmes. Il y a même, on ne peut pas le voir en ce moment, mais quand il y a les raisins, il y a même des pieds où d'un côté à gauche c'est rouge et de l'autre c'est blanc, parce que la greffe, voilà. Et donc là c'est terroir Côtes-du-Rhône et il y a cette richesse des cépages, de la diversité. Et les anciens ne sont plus là, mais c'est eux qui dictent, parce que j'ai pas le choix. Quand vous avez quelques pieds au milieu des rouges, vous n'allez pas les séparer. Les vendangeurs, ils en perdraient leur latin. Donc, ils sont plus là, même mon grand-père n'est plus là, mon arrière-grand-père n'est plus là. Mais ils décident toujours, puisqu'ils ont planté comme ça. Ils ont déjà fait l'assemblage. Pour moi. Ouais, pour moi. Ils m'ont facilité le boulot. On va prendre un échantillon. Oui. Ah, c'est génial ce petit bricolage, je dirais qu'on va à la pêche au... C'est ça. C'est en fait pour décrire une perche avec une petite bouteille accrochée, comme si on allait un peu à la pêche à quelque chose et vous allez aller pêcher du vin avec. Voilà. Et je vais aller au milieu de la cuve. Je vais pas aller tout en surface. Il faut que j'aille au milieu. Voilà, ça c'est les bruits de la cave. Et c'est comme si on avait plongé en fait. C'est le rêve de tout vigneron, je pense. Vous allez goûter? Voilà. Ça. J'ai l'impression, peut-être qu'on sent encore plus c'est un petit peu plus tannique là, et qu'on sent le fruit encore plus entier, comme si on avait et la peau et le jus, quoi. Ouais.
j'aime beaucoup vinifier grappe entière. Et ça signifie que cette idée de baie, c'est-à-dire je laisse la rafle, le fruit s'exprime mieux. Et j'ai l'impression qu'en fait la fermentation, au lieu de se faire dans le jus, j'ai pas tant de jus que ça, elle se fait dans le raisin, dans la peau. Et d'ailleurs, quand j'étais gamine, dans les fameux souvenirs que j'ai avec mon grand-père et tout ça, du grenache, c'était que quand je passais rapidement à la cave, où il y avait beaucoup de travail, il y avait ces hommes, c'était très masculin, c'était mon père, mes oncles et tout ça. Mais par contre, quand je passais, ils me filaient 1 ou 2 raisins en cours de fermentation. Et là, c'est fabuleux, parce qu'il y a très peu d'alcool, mais ça pétille à l'intérieur. Et là, vous croquez le fruit bien mûr, joli, avec tout le gaz carbonique de la fermentation, le début de l'alcool. Et là, et j'ai continué cette méthode parce qu'en fait, elle me fait plaisir encore aujourd'hui, quoi. Et mon seul vœu en tant que vigneronne, c'est d'arriver toujours à retrouver ce fruit-là, ce qui n'est pas évident, puisqu'il y a plein d'aléas. Quand on travaille avec la nature, on ne l'obtient pas systématiquement. On est reparti avec dans notre sac à dos, chacune, un pôle. Pour le 3e épisode, c'est Marcel Richaud et son fils Thomas qui nous accueilleront à Kiran. Nous parlerons avec eux, entre plein d'autres choses passionnantes, du dérèglement climatique.